Tu sais, il y avait un truc, il y a 20 ans, il y avait un numéro de Libération qui s'appelait Pourquoi filmez-vous? Ils avaient demandé à tous les. C'était un grand magazine. Ils demandaient à tous les réalisateurs d'expliquer pourquoi ils filmaient. Il y avait des réalisateurs que tu connais pas qui répondaient sur une page, et il y en avait d'autres qui répondaient en deux lignes. Et il y avait David Lynch qui disait pourquoi filmez-vous pour découvrir des univers que je ne pourrais pas connaître autrement. Ouais, et du coup, je pense qu'il y a un truc, c'est que tu as des univers qui te fascinent, et dans ton cas, plus que dans la plupart des autres réalisateurs que je connais, c'est que tu te dis, voilà, c'est aussi un prétexte pour arriver de manière sécurisée et comprendre de l'intérieur un univers qui dépasse totalement. Yo, c'est name. Hi, William Moore. Une façon de rencontrer des gens aussi, ouais, c'est ça que tu n'aurais pas l'occasion de rencontrer. Toi, sinon, tu rencontres de manière sécurisée. Et en plus, c'est important parce qu'en plus, tu donnes une chance à tous ces gens-là. Tout le monde rêve d'être dans un film, que ce soit dans un documentaire ou une fiction. Donc, à partir du moment où quelqu'un pose la caméra sur eux pour leur donner du texte ou pour leur faire dire ce que c'est que leur vie, tu sens que les gens se sentent valorisés parce qu'on est dans une telle culture de l'image depuis l'apparition du cinéma et encore plus de la télé, que tout d'un coup, effectivement, c'est une place royale pour quelqu'un, pour un réalisateur qui est curieux de la vie, que de te plonger. Ouais. Tu peux aller au fin fond de l'Afrique, tu peux aller dans une prison, etc. Et même tu vois, les geôliers, ils seront contents de t'aider à filmer les tollards qui parlent de, etc. Parce que tout d'un coup, les gens veulent être à l'image. Ouais, ça ouvre toutes les portes quand même. Ça ouvre, ouais. Avant la Thaïlande, j'étais au Guatemala, parce que j'avais aussi envie de travailler sur les maras et sur les gangs. Ouais. Ils m'ont laissé l'accès aux prisons, j'avais fait un travail de workshop comme ça, d'atelier avec les prisonniers maras et tout ça, alors que je pense que j'aurais pas eu de projet de cinéma, jamais j'aurais passé 2 mois dans cette prison à travailler avec eux, quoi. Et que c'est vrai que j'ai l'impression que le cinéma, ça permet ça. T'as déjà fait des documentaires? Bah, Carlito, c'était devenu un peu un documentaire. C'est le seul que j'ai pas vu, c'est le seul que j'ai pas vu. Parce qu'au départ, c'était une fiction, et comme on s'est fait tirer dessus avec Nicolas Daguet, on s'est retrouvé avec le flingue sur la tempe et tout, il m'a dit je veux arrêter le film. Je dis mais il faut quand même qu'on fasse, faut quand même qu'on témoigne de la situation qui se passe. Donc je l'ai transformé en une fiction, c'est-à-dire que c'est un gamin qui se balade chez les gens avec une statue de la Sainte Vierge. Et les gens se confessent, parce que j'avais pas envie de poser des questions, je suis pas journaliste, j'avais envie qu'ils s'expriment, et puis qu'ils s'expriment avec leur cœur, qu'ils racontent leur truc. Mais au départ, j'avais écrit une fiction, mais que j'ai pas pu faire. C'est toujours à la limite, c'est-à-dire qu'après, si tu tournes vraiment dans les conditions du réel, parfois c'est difficile d'amener de la fiction quand les gens se font tuer tous les jours. Un réalisateur en France qui a une carrière, mais il n'est pas de la même génération, mais qui ressemble un peu, c'est Barbet Schroeder. Oui. Parce que, non seulement parce qu'il a fait des trucs en Colombie, mais aussi parce qu'il va faire un documentaire sur Idi Amin Dada, après il fait un film de fiction, après il revient, et là il fait un truc sur la Birmanie, et c'est un mec qui adore se mettre en danger tout en jouissant de tous les avantages de faire des films de fiction avec des comédiens connus, et tu vois, il saute d'un truc. Et le mec, il a des couilles, mais on a assez trempé, quoi, toi aussi. Non, parce que tu vois, il faut non, parce qu'il faut quand même avoir envie d'aller dans la gueule du loup, filmer les dents de l'intérieur. Il est arrivé, il avait l'oreille arrachée, il a dit voilà j'ai un script, est-ce que ça vous intéresse, quoi. Donc au début tout le monde était un peu qui c'est ce gars-là, et puis il est revenu en disant mais quelqu'un l'a lu, personne ne l'avait lu, comme souvent ça passe dans des piles de scénarios. Et puis ils ont fini par lui là, ils se sont dit ouais il y a un truc vraiment intéressant, et Billy il a ça, il a à la fois il peut être comme ça brut et tout, mais c'est en même temps un gamin, quoi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie vulnérabilité. Et je me suis rendu compte de ça en le rencontrant la première fois avant d'accepter le film, en me disant est-ce que je vais pouvoir raconter son histoire, quoi. Qui il est, si c'est un statman ça ne m'intéresse pas. Mais quand on voit après vraiment sa profondeur et tout ça, on se dit il est super et vraiment il faut y aller, parce qu'il a ce paradoxe, quoi, d'être vraiment encore un gamin, qui était un peu la continuité aussi de Johnny Madoc, quoi, d'avoir ce côté d'enfance et tout. Parce qu'il a été battu par son père, il est rentré dans la drogue pour s'échapper, pour sortir de la violence, et puis ensuite il est parti en Thaïlande en se disant il va refaire sa vie, et puis il est retombé dedans parce qu'il a une addiction comme ça qu'il a du mal à soigner, on va dire, quoi. Et qu'est-ce qu'il devient là? Il est addict, là il est reparti en prison. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Le problème c'est qu'il devait, donc Loulou il était impliqué sur le scénar, après je voulais qu'il soit sur le tournage, mais malheureusement il n'a pas pu venir en Thaïlande, il était à l'aéroport, et en plus comme il est blacklisté il n'a pas pu venir en Thaïlande, donc il est venu tourner, on a tourné la dernière scène du film aux Philippines. À cette époque-là il avait un cancer.
qui s'est battu, il a dit je suis un combattant, je vais me battre. Il a réussi à vaincre la maladie. Et par contre, il est retombé dans la drogue, donc d'un coup, il est retombé dans l'addiction. Ah, dans les opiacés. Ouais. Et du coup, il a replongé alors qu'il était sobre depuis des années. Et il n'a rien trouvé mieux que d'aller cambrioler ses voisins, quoi, qui étaient sous caméra et tout. Donc il s'est fait arrêter, il est reparti 3 ans. Quoi. Et là, à nouveau, il s'occupe des prisonniers dans la prison. Il a repris mais il a eu un moment de rechute après Cannes et tout, quoi, à cause de ça. Quoi. Ouais, Joe Cole, on a le même agent, mais donc il m'a parlé de lui. Mais en même temps, il est super. Je voulais un Anglais. Il ressemble à Billy, donc c'est bien parce qu'ils ont comme ça une espèce de même physionomie. Et il a ce côté aussi vachement vulnérable et assez violent, assez massif comme ça. Il a un corps assez robuste, quoi. Il fallait un corps pour ce film, quoi, qui se confronte aux autres. Il est excellent. En plus, c'est un plaisir à voir des films avec des têtes que tu connais pas. Ouais. Parce que sinon, tu vois toujours le mec que tu as vu dans un film d'action ou dans un film d'auteur français, etc. Et tout d'un coup, ça te distancie déjà de la réalité filmée. Et en plus, comme là, l'arrière-plan, tu vois, tous les personnages secondaires, le décor est tellement réaliste et même la lumière elle est tellement réaliste que tout d'un coup, je sais pas, d'avoir eu un comédien que tu avais identifié dans un autre film, ça aurait été dommage. Il est venu s'entraîner avant en Thaïlande et tout ça. Il a passé 1 mois dans tous les camps de prison en Thaïlande. Je l'ai emmené dans différents camps. Il était à la route parce qu'il arrivait du film de Spielberg. Ben oui, il arrivait de Thank You for Your Service, là, le film produit par Spielberg. Et donc je me suis dit, il avait déjà commencé à avoir des attitudes ou des habitudes de films hollywoodiens. Je me suis dit, il faut casser ça dès le début. Donc le matin, on allait très tôt dans le club. La douche, où sont les douches? C'était vraiment l'écuelle avec le seau d'eau. Où est ma serviette? Il y a le soleil, tu vas te sécher. Donc, du coup, ça permettait qu'il rentre aussi, comme les autres boxeurs, dans un rythme. Et puis, comme ça, avec David Ismalone, qui m'a aidé aussi et qui a fait régler les cascades et qui était, lui, un ancien boxeur et tout. On l'a mis au pas dès le début, mais je pense que c'était bien pour lui, quoi. Parce qu'il a fait 1 mois, après il est reparti sur son tournage à Atlanta, et puis il est revenu 15 jours. Après il s'est blessé un peu au doigt, mais c'est surtout un doigt qui s'est infecté, donc il n'a pas pu continuer à mettre les gants et tout ça, donc il est resté à son hôtel. Mais après le tournage, quoi. Et le combat final, on a perdu le boxeur. On avait répété le combat final avec un autre boxeur, et malheureusement il a eu un combat, il a dû aller faire un combat en Chine, et son entraîneur n'a pas voulu le laisser tourner avec nous. Donc j'ai dû trouver quelqu'un à la dernière minute, un autre boxeur. Donc on a moins répété, on a surtout su du milieu qu'on avait répété le combat. Puis tous les entraînements, mais parce que comme c'est des corps à corps, il faut qu'ils se connaissent aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver sur le tournage et puis d'un coup combattre avec quelqu'un. Il fallait que les corps s'appréhendent un peu, quoi. Dans les combats, c'était chorégraphié. Ce que je me disais, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire ce que... En général, le cinéma, c'est quand même très découpé. L'idée, c'était que la caméra soit toujours dans le ring avec eux, que le chef-op, David, aussi, se combatte avec eux, arrive à trouver sa place. Parfois, il est frappé aussi, il y allait avec sa caméra, parce qu'il faut arriver à s'insérer. Puis après, on avait répété tous les mouvements, donc ils savaient à peu près ce qu'ils avaient à faire. Parfois, bon, ça dérape un peu, quoi, parce qu'il fallait qu'il y ait contact. Et les boxeurs, c'est que des boxeurs professionnels, donc à un moment, il contact pour eux, c'est... Est-ce que tu as triché? Parce que moi, j'ai triché des fois dans Irréversible ou d'autres films, quand il y a quelqu'un tape sur quelqu'un et qu'il n'a pas vraiment heurté, sur quelques photogrammes, tac, tu fais rentrer la main dans la gueule. Tu vois, des fois, c'est question de 2-3 images et tac, tac, et tu rajoutes un petit effet Photoshop pour créer l'impact là où on n'avait pas eu. Comme tu as fait des trucs comme ça. Marc Boucro, Marc la technique. On a mon monteur d'Irréversible, c'est celui qui a monté le sien. Et je sais que même sur mon dernier film, là, il y a un moment, il y a quelqu'un qui se fait taper dessus. Je dis putain, mais on voit qu'il y a encore une petite fente entre la main et la gueule du mec. C'était tac. Et quand on a montré le film, je me souviens en montage, Gaspard est venu. Et donc au milieu, il y a un plan séquence de 5, je ne sais plus combien fait, 4 minutes d'un combat de boxe. Et donc, et c'est Marc, je crois, qui t'a posé la question à Gaspard. Il dit, bah non, c'est pas un plan séquence, il y a 58 coupes. Il a eu les 58 images qui avaient été coupées dans le plan séquence. C'est aussi quand tu veux qu'un coup soit plus violent, t'enlèves une image par-ci, par-là, pendant la trajectoire. Et quand t'as l'œil, des fois, tu as moi, je les vois pas. Moi, c'est ce que je fais, ce genre d'effet. Je dis, attends, là, t'as enlevé une image de trop, tu t'en enlèves 2, ça va, tu t'enlèves 3, c'est vicieux. Tu vois, il y a un avantage du plan séquence aussi, c'est que tu ne te prends pas la tête au montage. Tu peux livrer le film beaucoup plus vite. Tu le tournes 10, 15 fois,
Et en général, c'est les 2 dernières prises ou les 3 dernières prises qui sont les bonnes. Après, tu choisis et le temps de post-production est tellement plus court. Sauf que, ouais, moi j'avais essayé ça, parce que tout a été tourné en plan séquence, chaque scène a été tournée en plan séquence. Et quand je les ai mis bout à bout, Ouais, t'as un film de 3 6 heures, 6 heures, qu'on a regardé ce grand écran avec Marc Ducrot, le monteur. Ouais, c'était une autre expérience. Mais c'est une une série autre télé. temporalité, c'est Mais intéressant. peut-être tu aurais pu faire une série télé. Mais même pas, parce que c'est la temporalité de la réalité du réel. C'est assez c'est assez intéressant en même temps. C'est-à-dire que c'est le temps du réel, donc tu regardes ça, tu es pris comme dans le temps réel, alors que le cinéma a tendance à ou accélérer ou à dilater. Mais du coup, ça a amené une autre expérience que j'ai bien aimée. Moi, après, c'est parce que c'est mon film, alors je peux regarder 6 heures, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, c'est avec notre, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas fan de. C'est pas qu'on n'est pas fan, mais moi j'ai pas la culture des séries télé. Mais je trouve qu'il y a un truc dedans qui est fascinant, c'est que les gens maintenant ils aiment consommer des histoires qui durent 3 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, et que peut-être qu'il y a des trucs à tenter. Toi, si tu veux avoir une temporalité. C'est un autre rapport à l'image, c'est bizarre, c'est un autre rapport au film, j'ai l'impression, comme temporalité. Alors est-ce que ça marcherait sur les gens de télé? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vu que tout le monde est sur son portable, tout s'est accéléré, il faut que vite ça aille, vite ça avance, même s'il n'y a rien à raconter. Ou sinon, il faut que ça speed à l'intérieur, comme les bonnes pièces de théâtre, il faut que les infos speed. Ouais. Mais je serais curieux de le revoir après, parce que quand tu le vois la première fois, en plus tu découvres tes images. Donc, ce qui était marrant, c'est qu'on avait déjà la structure. Donc, pour Marc, ça lui permettait de voir en gros le film qu'on a contracté après en 2 heures. Il fallait monter dans le plan séquence, mais comme moi, naïvement, je m'étais dit je garderais le plan séquence dans sa longueur. C'est pour ça que je le faisais jusqu'à ce qu'il soit bien. J'ai pas fait de contre-champ, machin, d'autres prises tellement. C'est-à-dire qu'il a fallu couper. Mais ce qui donne du coup au montage, je crois, après, tu rentres dans un concept un peu, quoi, de monter dans le plan séquence et qui donne du coup une espèce, j'ai l'impression, de long plan séquence à tout le film, enfin une espèce de rythme comme ça bizarre. Mais pour les gens qui sont des acteurs non professionnels, et dans son film c'est la très grande majorité, les gens quand tu fais des plans longs, ils rentrent dans le truc. Si tu devais donner aux gens une réplique et tu regardes le frigo en pensant que c'est ton meilleur ami, et inversement champ contre champ, tu rentres dans un truc tellement artificiel que les gens sont perdus, ils deviennent rigides, et que ça aide beaucoup de tourner comme ça dans la longueur quand tu as des gens qui ne sont pas habitués au cinéma de fiction. Mais même les acteurs, tu vois, je vois Joe, il est obligé à un moment les plans séquences de 10 minutes de boxe. Il aurait peut-être préféré faire des plans plus courts. Il me regardait parfois en me disant quand est-ce qu'il va couper ce con et tout. Mais je me prends des coups. Je l'avais prévu, mais se retrouver 10 minutes sur un ring avec un boxeur, c'est épuisant. Même 2 boxeurs. Et combien de prises? Le plan du milieu, par exemple, le combat au milieu du film, on a fait 3 prises, mais c'était l'autre boxeur, il était HS, quoi. On l'a emmené à l'hôpital, machin, tout ça, parce qu'il s'était reblessé un peu d'un combat qu'il avait fait la semaine d'avant, mais il en pouvait plus. Je voulais travailler les scènes de boxe comme des scènes d'action, justement pas comme des scènes d'action, mais comme des scènes de comédie aussi, c'est-à-dire qu'on soit avec le personnage, pas juste boum boum boum, c'est de l'action, mais il se passe quelque chose chez le personnage, quoi, qu'on doit ressentir sa peur, sa fatigue, tout ça, quoi. Ça devient dur, ouais. Je pense que Gaspard, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que tu veux faire des films un peu plus, on va dire, qui touchent la violence ou l'expérience et tout. Avec des sensations fortes, ouais. Bien sûr. Enfin, toujours l'exemple qu'on a toujours en tête, c'est Salaud. On se dit comment ce film a pu être fait il y a combien, 40 ans maintenant, et qu'on est très rétrograde aujourd'hui. Tu dis ça, aujourd'hui Salaud serait impossible. Délivrance. Ouais, Délivrance. Délivrance, c'était un carton planétaire. Irréversible, je pense que Irréversible, ça aurait pas été avec Vincent Cassel, Monica Bellucci et Dupontel. Ça aurait été un bide, Tu aurais pu le trouver en DVD, etc. Mais il y a une conjonction de noms reconnus pour faire des films commerciaux ultra populaires, etc. Et d'un coup, le film a eu une existence qui était liée aussi au fait qu'il n'y avait pas de scénario et que du coup tous les dialogues et même la violence qui est qu'à l'écran est arrivée à la dernière seconde et qu'il y avait des comédiens connus. Mais si j'avais écrit le scénario tel qu'il est aujourd'hui et que j'avais pas eu des stars, c'est à peine si ils n'auraient pas appelé la police pour prendre les chaînes de télé, tu écoutes les dialogues
des violeurs ou n'importe lequel des personnages de videurs de boîte de nuit, des trucs comme ça. Tu te dis, attends, mais il aurait suffi de l'imprimer pour que le CNC te ferme les portes et toutes les chaînes de télé aussi. Il faut continuer à être radical. Et pour moi, c'est pour ça que Gaspard, c'est une source d'inspiration, parce que je trouve qu'il continue dans sa radicalité. Il fait ses films, il y va, et il ne se fait pas influencer par le ce temps qu'il y a présent, autour. parce que toi, tu auras une DVD tech comme moi, et tu sais quels sont les films des réalisateurs qui te parlent. Si tu aimes Bergman, tu aimes Fassbinder, tu aimes Pasolini, tu aimes Dreyer, tu aimes des grands, tu vas pas te comparer à la dernière comédie de clavier qui est sortie en salle, quoi. Tu dis, voilà, il fait des entrées, mais bon... Ouais, mais aujourd'hui, c'est dur de garder je trouve, sa radicalité, quoi. Toi, tu fumes pas? Mais j'ai vu aussi que tu avais fait une interview comme quoi tu fumais rien, tu prenais pas de drogue, donc tu vas vivre vieux. Qu'est-ce qui est vrai? T'es pensif, ça te laisse pensif. Je fume des cigarettes.